Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois le chanteur Cire Pathétique. On parle ensemble du vidéoclip des Bibites dans ma tête. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre apporte son sujet, les bienfaits de rire ensemble. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres, son sujet, grossesse en vue. Bienvenue à Folie douce. Vous syntonisez actuellement Folie douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991. C'est avec plaisir que j'accueille mon invité, Cire Pathétique. Bonjour, bienvenue à Folie douce. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Ben oui, super. Oui, on profite de l'occasion du lancement d'un vidéoclip en rapport avec le réseau Avant de craquer qui se nomme Des Bibites dans ma tête, dans lequel tu chantes. Ouais. J'aimerais ça qu'on parle de ça, mais j'aimerais aussi qu'on parle de toi pour te présenter un peu au public. Ça fait quand même plus de 20 ans que tu es dans le domaine de la musique, spécialement au niveau du hip-hop ou du rap. Tu as quand même vendu beaucoup de disques, tu as beaucoup d'abonnés aussi et tout ça. Donc, parle-nous de toi un peu, Cire Pathétique, de ton vrai nom, Raphaël Bérubé, mais Cire Pathétique roule depuis longtemps. Donc, comment tu peux te présenter finalement aux auditeurs? Ah, moi, je te dirais un amoureux de la musique qui a commencé une passion dans le temps quand on était jeunes, hein, les groupes commençaient à se former partout dans le Québec. Là, c'était rendu la grosse mode. Là. Il y avait les discothèques, le hip-hop arrivait, mais on était vus comme des extraterrestres dans le temps, hein, avec les culottes à nos mains. Puis, fait qu'on s'est mis à écrire, puis il y avait des petits groupes un peu partout, puis écrire, puis tout ça. Puis moi, ben regarde, à un moment donné, j'ai aimé ça, prendre la parole. J'étais à Vancouver, à un moment donné, avec des gars qui jouaient de la musique, dans une vanne. On restait dans une vanne, imagine-toi donc. On referait plus ça à notre âge, mais vers les 18-19 ans, on faisait ça, puis le monde chantait, les gars chantaient, je me suis improvisé chanteur, j'ai écrit quelque chose, les gars ont aimé ça. En revenant, des petits groupes se sont formés. Fait que on a commencé à écrire, puis mes chansons, au début, je suis allé sur la provocation, mais à texte de choses qui se disaient pas un petit peu dans le monde de la rue, qui faire sursauter les oreilles de nos parents un peu, puis après ça, ça a pogné, on m'a donné la parole. Puis j'ai pas fait une carrière en parlant de moi en tant qu'artiste, j'ai essayé de me vanter mon personnage, mais en essayant de parler de la vie. Et puis c'est ce qui a fait justement la rencontre avec les honneurs avec Rudy Kaya, des Vilains Pingouins, la chanson Avant de craquer. J'ai eu plein de belles rencontres. J'ai été porte-parole avec la Fondation Cédrica, etc. J'ai eu la chance de faire 19 album, puis regarde, encore en 20 semaines, je suis en spectacle, fait que c'est une belle opportunité, puis les gens m'ont donné l'occasion de pouvoir réaliser mon rêve de chanter, mais comme je dis, j'aime bien prendre la parole pour les autres, tomber sur un sujet qui est plus lourd, qui aide un petit peu à faire passer la réalité dans la vie. Oui, j'imagine que le hip-hop ou le rap, ce sont des chansons qui permettent justement de sortir des émotions, des vrais mots, des vraies choses. C'est une musique qui est intéressante pour ça, je pense. Ouais, ben oui, ça a toujours été. Ben moi, je suis un amoureux de la musique, comme j'ai dit. Fait que j'ai fait même un style, je l'ai fait. C'est ça qui est plus difficile pour moi. Les gens du hip-hop m'ont reproché des fois d'être trop pop. Le monde du pop m'ont dit trop hip-hop. Fait que je suis comme, si on regarde un peu toute l'œuvre là, des années, on peut pas vraiment me cataloguer quelque part, mais j'aime bien prendre une chanson puis y aller avec des petites rimes plus vite, plus saccadées dans le flow, mais j'aime aussi prendre une chanson comme quand c'était avec Danny Bédard ou les autres que j'ai fait. Des fois, j'aime ça chantonner. Fait que c'est un hip-hop plutôt chantonné. Au début, c'était plus engagé, cru, parce que on était un mouvement qu'on voulait, je sais pas, on était plus jeune aussi, hein, puis à un moment donné, tu vieillis, puis avoir l'air d'un dur, ça passe, mettons. C'est une époque aussi, c'est ça, puis dans le fond, mais t'es un artiste, t'es un chanteur, puis t'es un performeur, là. Parlons du vidéoclip, justement, qui a été lancé en octobre 2023. Ça s'appelle « Des Bibites dans ma tête ». Comment est née cette idée-là, puis comment les choses se sont arrangées pour que tu sois impliqué dans ce vidéoclip-là? Ben moi, j'ai écrit mon album. J'avais un instrumental, puis mon ami Rudy Kaya, j'aime bien faire la musique avec lui, puis je l'avais vu sur cet instrumental-là. Je lui ai envoyé, puis là, lui, il a donné le sujet, il a donné le topo, la lourdeur justement de la santé mentale. Tu sais, à cette heure, on en parle plus.
heureusement, puis on connaît tous quelqu'un qui vit aux prises avec ça. Fait que lui, la lourdeur, il m'a fait un bon refrain. Il m'a expliqué son idée. Fait qu'après ça, moi, je me suis assis. C'est drôle, j'ai écrit ça sur une chanson, sa santé mentale de Bill dans ma tête. J'ai écrit ça, je m'en suis rendu compte après, en dessous d'un saut de pleureur. C'est Rudy qui m'a fait remarquer ça. Fait que j'ai écrit le reste de la chanson, puis on a uni nos voix, on l'a enregistré. Puis après ça, j'ai dit, ben écoute donc, je pense qu'on a un petit quelque chose ici qui parle. C'est comme quelqu'un qui... Parce que la santé mentale, on sait que quand t'es pris aux prises avec la santé mentale, si personne t'aide, t'as l'impression d'être perdu. Fait que le réseau Avant de craquer vient en aide aux proches aidants en santé mentale, ceux qui accompagnent les gens dans leur cheminement. Fait que je leur ai envoyé cette chanson-là. Ils ont aimé ça. D'où est née la collaboration, tout le monde ensemble. Puis mon autre ami Emmanuel Auger, que j'ai rencontré dans le voyage avec David Jalbert et ses invités. Écoute, ça a cliqué. Il est venu aussi prendre part à ça. Il a fait notre comédien, le fameux Faneuf, dans le District 31. Un homme engagé qui était proche de la cause. Fait que ça a donné ce beau projet-là. Et ce qui est beau dans le vidéoclip, je l'ai vu, je trouve ça extraordinaire. On voit une fille, une jeune femme, en fait, qui est un peu désespérée et tout ça, et qui appelle quelqu'un, la personne vient lui la réconforter, tout ça. Puis des fois, c'est des petits gestes comme ça qui font la différence en santé mentale. Tu sais, on a l'impression que c'est très simple, puis des fois, on complique les affaires pour rien, mais le vidéoclip, en plus de la chanson qui est belle, mais je pense que les images parlent beaucoup. Là. Ouais. Ben oui, c'est ça. Hein? On le sait que beaucoup, quand ils ont au prix il y a des santé mentale, c'est divers, là, c'est vraiment large, là. Mais quand il y en a sont vraiment là, ils vivent des grosses difficultés, ils se referment sur eux-mêmes. Puis quand t'as personne autour de toi pour te donner un coup de main, comme dans la chanson, on dit tiens, inquiète-toi pas, je vais être là. Puis l'autre il dit ben si t'es là, je suis peut-être prête à donner un petit boost pour m'en sortir. Puis on sait tous que la première phase de notre rétablissement, c'est de pouvoir voir qu'on a un problème, là, du moment qu'on l'a vu, mais avoir quelqu'un autour de nous autres, c'est un peu ça de vidéo qu'on a vu, puis si on veut m'emmener, lui ici, il va demander de l'aide, parce qu'on a bien beau accompagner quelqu'un, mais on accompagne quelqu'un dans quoi? C'est quoi que la personne vit? C'est comment je peux l'aider? Comment je peux arriver à apporter mon aide? Tu sais? Ouais. C'est un peu ça la tournure du clip. Effectivement, puis c'est bien rendu. Est-ce que ça t'a fait évoluer? C'est sûr que toi, vous avez comme approché le réseau Avant de craquer, mais est-ce que tu étais conscient de tout ce qui pouvait exister comme service au Québec, en fait, que ce soit réseau communautaire ou autre, là, au niveau de la santé mentale? Ben pas mal. Moi, écoute, un autre rêve que je me suis permis, c'est quand j'avais 34 ans, je suis retourné à l'école. Moi, j'ai fait ma technique d'éducation spécialisée. Fait que j'ai travaillé pas mal dans le réseau, que ce soit avec les jeunes au centre jeunesse. J'ai travaillé aussi au Carrefour Jeunesse Emploi. J'ai eu bien du fun des maisons de thérapie aussi. Fait que j'ai vécu avec ça, puis j'ai appris le langage, puis j'ai appris un petit peu à définir la santé mentale par ce cours-là. Fait que oui, j'étais quand même assez au courant de ça. C'est pour ça que ça m'a permis d'avoir les mots peut-être ou d'avoir l'envie de toucher ce sujet-là, parce que c'est pas tout le monde qui aurait cette envie-là. C'est comme un peu touché, tu sais. C'est à double tranchant. C'est soit ça passe ou soit que tu écris quelque chose ça passe pas pendant tout. Fait que, ouais, c'est un peu, ça a fait partie de mon cheminement, maintenant. C'est très délicat, effectivement. Il faut le prendre d'une façon, faut l'amener d'une façon. C'est pas toujours évident de dire est-ce que je le démystifie bien, est-ce que je fais quelque chose qui est pas ça, ou est-ce que ça rejoint les gens? C'est important, là. Ah, ben moi, c'était sans prétention, mais c'est comme quelqu'un qui vit quelque chose, puis là, l'autre qui y répond. C'est comme deux personnes qui se répondent, puis c'était comme raconter comme une genre d'histoire, puis là, on s'en va dans le refrain à Rudy, qui est comme engagé dans le sens que, tu sais, tellement peur dans ma tête, des bébites dans ma tête, tellement peur d'échouer comme un bateau troué. Fait que c'est comme des mots qui étaient comme un peu plus imagés, qui amènent la personne par rapport à sa propre histoire, à réfléchir plus large. Mais moi, c'était comme une petite histoire un peu plus précise, mais qui assemblait quelqu'un qui vivait aux prises avec la santé mentale, puis celui qui l'accompagnait aussi en même temps.
Oui, on était en compagnie de Cirque Pathétique. On parle du vidéoclip, donc des bébites dans ma tête. Comme artiste et comme personne, on sait que la santé mentale est tabou. Qu'est-ce que tu crois qui devrait être fait plus pour justement améliorer? C'est un peu une large question, là, mais tu as sûrement réfléchi à la question de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme société pour améliorer, que ça soit moins tabou, qu'on soit plus ouvert finalement, puis qu'on voit moins ça comme un... Moi, je pense qu'on est pas mal rendu là, hein. Je te dirais, là, faire plus, là, je pense qu'on est pas mal conscient. C'est rendu que les gens, même que je rencontre des gens, ouvertement parlent de moi je suis bipolaire, moi je suis TPL, puis ils ont les mots. Alors, t'aurais dit ça dans notre génération à nous, je suis pas grave toi, là, mais oublie ça, là, on parlait pas de ça. Même bien avant, des fois on les enfermait, on prenait le monde pour des fous. Là, je pense que on a avancé, le monde sont bien avec ce qu'ils vivent, puis on les accompagne. On a une société qui quand même, il y a encore des lacunes quand même, que ce soit, je parle au niveau des salaires de ceux qui les accompagnent, là, parce que on est une société qu'on veut les aider, on veut que ça avance, mais Colin, on donne des salaires de crève-faim dans le communautaire, ces choses-là, puis pourtant, on a un grand besoin, là, c'est criant, là. Moi, je me promène là, dans les villes. À chaque semaine, je suis dans une ville, puis des fois, tu arrives dans une ville, là, je nommerai pas de nom, mais tu arrives, là, puis tu sens qu'il se passe quelque chose. Tu sens qu'il y a de la pauvreté. La pauvreté est due des fois aussi de la santé mentale est entrée là-dedans. Fait que c'est tout un genre d'engrenage qui suit. Mais je pense qu'on est quand même conscient. On a encore du chemin à faire, mais on a avancé quand même. C'est un long cheminement, finalement, il ne faut pas lâcher, c'est un peu ça. Puis plus les gens vont s'impliquer, tu sais, même des gens dans le milieu artistique, peu importe, tu sais, ça fait rayonner aussi le sujet, ça fait réfléchir, ça fait peut-être... Tu sais, moi, quand j'ai vu le vidéoclip, je me suis tout de suite dit, c'est simple dans le fond, tu sais, il faut juste répondre aux besoins d'une personne qui est en détresse, puis ça veut pas dire que ça va être magique chaque fois, mais ça va certainement aider, là. Ben oui, non, mais moi, comme artiste, en tout cas, c'est un mandat, là, je dis pas. Puis même là, moi, je suis un artiste à texte. Tu mets pas Ben oui, il y en a eu, là, mais tu mets de la musique pour qu'elle te parle, elle te fait vivre quelque chose, elle te lance des idées. C'est peut-être pas sûr aussi que je suis là après 20 quelques années. Mais c'est important. C'est important de... Moi, pour moi, en tout cas, si je parle de moi, c'est important de construire mes albums en ciblant des sujets X, mais qui aident à réfléchir. Tu sais, on faisait en thérapie avec les gars mettaient dans la boîte un titre de chanson, puis là, on faisait jouer la chanson, puis on l'écoutait, puis après ça, on discutait, parce qu'une chanson, on sait que autant dans la joie, dans la colère, dans la peine, c'est quelque chose qui t'aide, qui t'accompagne aussi là-dedans, comme un peu l'aidant en santé mentale. Fait que moi, j'ai toujours été bien proche de ça, puis c'est naturel chez moi d'avoir le goût d'en parler. Oui, c'est génial. Avant de terminer, on va rementionner le nom. Si on veut le chercher, c'est facile à trouver sur Internet. Là, vidéoclip des bébites dans ma tête avec Cirque Pathétique et Rudy Kaya. Vous allez trouver facilement. Il est sur YouTube un peu partout, je pense. Hein? Oui. C'est ça. Puis on regarde ça. Je trouve que c'est intéressant. Merci beaucoup, Cirque Pathétique, d'avoir été des nôtres. Merci à vous autres. Regarde, juste vous autres qui prenez le temps d'en parler. Puis écoute, c'est toujours... c'est quelque chose qui... Mais je pense qu'on est sur la bonne voie là maintenant parce que on a le goût d'en parler puis on n'en parle plus avec genre des yeux froncés en disant c'est quoi ça? Tu sais, le regard a changé un petit peu. Ouais. Il y a encore des améliorations, mais je pense que en tant que société, on devrait continuer comme ça. Oui, merci beaucoup et bonne continuation dans ta carrière aussi, puis pour tout, là. Merci beaucoup. Et merci à toi aussi. Au revoir. Bye. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet à l'adresse antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. C'est maintenant le moment du segment Espresso. Alors, Pierre Laporte, bonjour. Salut, Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, les bienfaits de rire ensemble. Oui, le rire, le fameux rire dont j'ai déjà parlé par le passé. Tous les spécialistes, tous les psychologues s'entendent pour le rire. Ben, c'est bon pour la santé et ça fait longtemps qu'on s'en doute. Puis là, il y a une variante, c'est rire ensemble. Oui. Parce que c'est vrai, rire ensemble, c'est autre chose. Ça fait du bien. Hein? Oui, on voit que c'est très communicateur, en fait, le rire. Alors, j'ai pris mes informations sur le site qui s'appelle AskTheScientists.com. L'article s'appelle « Le rire, c'est la santé, les bienfaits de rire ensemble ».
Alors, on nous dit, le rire est un langage universel. Vous avez ri pour la première fois vers l'âge de 17 jours. Ça, ouais. Ça arrive souvent que les bébés rient. Ouais. Oui, mais moi, je ne m'en rappelle pas. Non, mais on s'en souvient pas. Et c'est écrit, et vous continuez de rigoler, de ricaner et de vous esclaffer tout au long de votre vie. C'est une bonne chose, car le rire, c'est la santé. C'est plus qu'un dicton amusant. Sans remplacer la médecine moderne, le rire est bon pour la santé selon certaines études, surtout s'il est partagé. Il s'agit d'une excellente façon de créer des liens avec les autres. Le rire peut alléger les situations tendues, permettre de nouer des amitiés et, en fin de compte, simplement de vous faire sentir bien. Ce qui est drôle et la manière dont vous y réagissez sont deux choses différentes. L'humour peut être tout ce qui entraîne une réponse à une histoire ou à une observation qui diverge de nos attentes normales. Par exemple, l'idée d'un canard qui entre dans un bar pour se commander un verre est drôle, car vous savez que les canards préfèrent les étangs au bar et qu'ils ne consomment pas d'alcool. La personne qui raconte la blague essaie de partager une histoire absurde pour tester votre imagination et provoquer une réponse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de blagues qui commencent par ça, un canard qui rentre dans un bar ou dans une taverne. On nous dit qu'il existe différents types d'humour. L'humour comique, pince sans rire, bouffon, intellectuel, juvénile, absurde et ironique. Peu importe la catégorie, le rire est la réaction physique à l'humour. Il se manifeste verbalement et par des gestes typiques comme sourire, hausser les épaules ou se taper sur les genoux. Imaginons que vous venez d'entendre une blague très drôle. Les coins de votre bouche remontent instantanément pour former un sourire. Vous émettez une série de hi-hi ha-ha, tel que c'est écrit ici dans le texte. Moi, j'ai pas l'habitude de rire comme ça, par exemple, mais hi-hi ha-ha. Là, tu devais citer. Là. En vous tapant sur les genoux. Vous pouvez même ressentir une douleur à la poitrine à force de rire. Il est également possible que des larmes coulent le long de vos joues et si la blague est vraiment très, très bonne, vous risquez même de commencer à perdre conscience. Ça, je t'avoue que ça m'est jamais arrivé, c'est même pas passé proche. D'être si drôle que... Ouais. Non. L'organisme réagit aussitôt que le cerveau perçoit quelque chose de drôle. Le grand zygomatique, c'est le muscle robuste qui s'étend le long des joues, se contracte et la bouche forme un sourire. Les 20 autres muscles faciaux sont alors stimulés et leur action entraîne la fermeture des yeux et les secousses involontaires des joues. Les conduits lacrymaux sont également activés. Ça, c'est pour les larmes, bien sûr. Le son du rire vient de l'appareil respiratoire en détresse, nous dit-on. L'épiglotte, qui est un clapet en forme de feuille qui empêche la nourriture d'entrer dans la trachée, remue, occasionnant une fermeture partielle du larynx. De plus, pendant que vous riez, vos poumons ne reçoivent pas suffisamment d'oxygène, ce qui peut vous faire rougir ou, dans des circonstances extrêmes, vous faire perdre conscience. Il est communément admis que les autres indicateurs physiques du rire, comme le fait de se taper sur les cuisses, pencher la tête vers l'arrière ou secouer les mains, font partie de l'étiquette du rire. Ces comportements vous permettent d'entrer en relation avec le reste du groupe en exagérant votre approbation de la blague. Ça détend beaucoup le rire aussi, en groupe spécialement. Là. Mais on se sent, souvent, on se sent comme détendu après avoir ri beaucoup. Hein? Oui, sûrement, oui. Le rire, on nous dit, est bon pour la santé et ce n'est pas une plaisanterie. Pour commencer, les rires fréquents dans une même journée sont bénéfiques pour le système immunitaire. Ça, je l'ignorais. Les personnes qui rient ont une quantité accrue de lymphocytes T et de cellules tueuses naturelles, qu'on appelle les cellules NK. Ces membres puissants du système immunitaire aident à combattre les envahisseurs et à vous garder en santé. Le rire peut également faire diminuer le stress et favoriser l'activité des cellules NK pour ainsi soutenir l'immunité. On n'a plus besoin de vaccins à l'automne, finalement. C'est ça, il faut rire, là, c'est bon pour beaucoup de choses. Oui, hi-hi, ha-ha, toujours. Oui, toujours. Ouais. Le rire est également bon pour le cœur. Vous êtes-vous déjà senti endolori après avoir ri beaucoup?
Les chercheurs ont découvert qu'un rire intense procure à l'organisme une courte séance d'exercice aérobique. Un rire soutenu peut hausser le rythme cardiaque, la fréquence respiratoire et la consommation d'oxygène. Le rire ne saurait se substituer à l'exercice physique régulier, mais un bon éclat de rire procure tout de même des bienfaits physiques. Les bienfaits du rire peuvent s'étendre à l'ensemble du système cardiovasculaire. Les vaisseaux sanguins, comme les artères et les veines, qui jouent un rôle essentiel dans l'appareil circulatoire, sont responsables du transport du sang dans l'ensemble de l'organisme. Tous les vaisseaux sanguins sont dotés d'un revêtement interne qu'on appelle l'endothélium, qui leur permet de s'assouplir et de se dilater afin d'accroître le débit sanguin. Il existe des données probantes qui indiquent qu'en stimulant l'endothélium, le rire aide les vaisseaux sanguins à fonctionner plus efficacement. Mais je vais m'arrêter ici, Yvan, le temps de rire un peu. On va rire un peu pendant la pause, puis on va poursuivre à l'Espresso allongé donc sur les bienfaits de rire ensemble. À venir dans l'émission, notre chroniqueuse Catherine Stassin est avec nous. Son sujet, grossesse en vue. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec les bienfaits de rire ensemble. Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. J'accueille maintenant notre collaboratrice, Catherine Stassin. Bonjour, Catherine. Bonjour, Yvon. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de grossesse. Quand il y a une grossesse en vue, ce que tu veux dire par là? Eh bien, je veux dire que de manière générale, on est très heureux quand on apprend que quelqu'un est enceinte ou la personne elle-même apprend ou le couple apprend. C'est un événement joyeux, de manière générale. Sûr. Bon, ben, aujourd'hui, je veux jouer un peu les rabat-joie, avec un bémol toujours, mais la venue d'un bébé n'est pas toujours égale au bonheur, en fait. Pas toujours en tout cas pas pour toutes les femmes, on va dire comme ça, d'accord? Donc, il y a des femmes pour qui la grossesse ne se vit pas toujours très bien, et on va de manière majoritaire parler de, tiens, mais une fois que le bébé est là, comment on peut vivre la grossesse? La grossesse ou la pré-grossesse. La maternité. Excuse-moi, la maternité, exactement. Comment est-ce qu'on arrive à tisser un lien avec le bébé ou pas? Comment est-ce qu'on arrive à bien s'occuper de l'enfant? Est-ce qu'on y arrive à bien s'occuper de l'enfant? Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est ça, c'est pas toujours une histoire sans problème, un long fleuve tranquille. C'est pas toujours ça, l'expérience de devenir parent, de devenir mère spécialement. Pas pour toutes les femmes. Et d'ailleurs, certaines personnes connues s'ouvrent maintenant sur le fait que tiens, je n'ai pas réussi tout de suite à tisser un lien avec mon bébé ou j'ai eu une période aussi où je n'ai pas réussi à m'en occuper. Et on va voir, dans le fond, à quoi c'est dû. Une grossesse, tout d'abord, c'est éprouvant. Oui, c'est comme une cocotte minute hormonale. C'est éprouvant, que ce soit positif ou négatif, c'est éprouvant. Voilà, ça peut être éprouvé mentalement. Physiquement également, bien qu'il y ait des femmes enceintes qui disent « Oh, j'en ferai 5, j'adore les grossesses ». Mais bon, c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. La majorité, je pense que c'est pas trop évident. Voilà. Donc, il y a des événements physiques, il y a des événements aussi psychologiques. Si on a une grossesse dans un moment qui n'est pas favorable, le couple va moins bien, ou quelqu'un est au chômage, ou d'autres circonstances, on a un autre enfant malade, il y a des difficultés financières aussi. Donc, je veux dire, il y a des tas de facteurs qui entrent en ligne de compte, et on parle aussi du fait de s'ajuster à l'autre dans la vie. Parce que, Yvan, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on a des nouveau-nés, on doit vraiment s'adapter
au rythme un petit peu de l'enfant. Bon, on peut faire un tas de choses, mais notre vie change quand même. Non, c'est plus nous qui décidons. C'est plus nous qui décidons. Dès qu'on a des enfants, c'est plus nous qui décidons de notre horaire, ça, c'est sûr. Et voilà, c'est un petit peu aménagé. À part à l'extérieur de la maison, ça, c'est peut-être nous qui décidons de l'horaire, mais quand on est avec la famille, c'est une autre chose. Exact. Et comme tu disais, on doit s'ajuster et nos habitudes doivent s'ajuster à l'extérieur. Oui. Parce qu'on veut peut-être continuer à faire du tennis ou du badminton ou des balades, la rando ou Dieu sait quoi. Mais en fait, on se rend compte, oui, mais bon, ouais, à cette heure-là, il y a ça, à cette heure-là, il y a ça. Est-ce que le biberon sera prêt ou est-ce que je peux allaiter à tel endroit? Donc, c'est tout un ajustement. Est-ce qu'on peut dormir? On peut dormir, déjà en partant, si on peut dormir, c'est ça, on peut faire plein d'autres choses. Faire une sieste sur un banc. Mais si on ne peut pas dormir, c'est difficile. Voilà, c'est important de dormir, comme tu disais. Donc, tous ces ensembles, ces éléments, en fait, vont faire que la pré-naissance et après la naissance peut être plus ou moins difficile, d'accord? Et qu'est-ce qui va être un petit peu, on va dire, pas totalement un déclencheur, mais qui met une femme à risque, d'accord? Et il y a des choses vraiment très pointues qui mettent certaines femmes à risque. On parle d'abord de femmes qui ont subi des abus sexuels ou physiques, donc violence physique, abus sexuels. On parle de femmes qui auraient vécu déjà des dépressions, des femmes qui auraient vécu de l'anxiété, du stress ou d'autres maladies mentales, d'accord? Et également des femmes qui n'ont pas un entourage social important. Donc que ce soit familial, amical, peut-être même professionnel, qui ne sont pas assez bien entourées. Tout ça, ce sont des petites lumières qui devraient clignoter pour dire, bon, dans le fond, qu'est-ce que je peux faire pour peut-être essayer d'un tout petit peu aligner les éléments pour mettre les chances de mon côté, dans le fond. Parce qu'il risquerait d'avoir des problématiques si ces conditions-là ce qu'on peut appeler baby blues. Ouais. Ou ce qu'on doit appeler, en fait, dépression postpartum, qui est une véritable maladie mentale, qui est à prendre au sérieux. C'est pas... Comme le terme dit baby blues, on dirait « Oh, ben, ça va passer tout seul. » C'est ça. « Oh, ben, tu sais, c'est pas quelques jours. » Quelqu'un qui a une vraie dépression postpartum, elle ne peut plus s'occuper correctement de son enfant, cette personne, ou elle ne peut plus vraiment tisser les liens comme on voudrait qu'ils soient tissés entre une maman et un bébé. Et les besoins du bébé sont là. C'est ça qui est un peu dramatique dans la chose. Oui, il ne va pas tout à fait s'ajuster. Elle ne peut pas, la mère, puis le bébé en a besoin. Donc, c'est ça que c'est un gros problème. Hein. Et c'est aussi un créneau, une période très réduite où ce sont des éléments très importants pour le développement futur d'un enfant et d'un adulte. Donc, on veut essayer de mettre les meilleures chances de notre côté, enfin, toutes les chances, en tout cas, de notre côté. Et voilà, donc ça, j'ai parlé des risques. Maintenant, je veux parler un tout petit peu des femmes qui ont déjà une maladie mentale avant de commencer une grossesse. D'accord? En fait, là, c'est important de dire qu'elles devraient immédiatement contacter leur professionnel si elles savent qu'elles sont enceintes ou qu'elles ont un projet d'être enceintes. Donc, vraiment, contacter un professionnel de la santé pour voir, tiens, est-ce que je vais garder la médication que j'ai actuellement? On va l'adapter. Comment est-ce qu'on l'adapte? Avec un professionnel, pas de soi-même, arrêter ses médicaments. Il pourrait y avoir des effets, dans le fond, sur la grossesse ou sur le bébé. C'est certain que le médicament passe par la circulation sanguine, qui passe par le cordon, donc c'est sûr que le bébé, il est alimenté, et donc il aurait des effets du médicament également. Mais c'est important pour ça de prendre peut-être un choix différent, un médicament adapté à une grossesse, donc vraiment aller discuter avec votre professionnel de la santé pour adapter votre médication, surtout ne jamais l'arrêter du jour au lendemain parce que vous le décidez, d'accord? Donc, on voit bien que on a parlé de baby blues maintenant et de dépression postpartum. C'est le plus grand danger, on va dire, de la fin d'une grossesse. Et après l'accouchement. Donc, on me dit le mot postpartum, c'est après l'accouchement. Et en fait, c'est important de savoir que ça fait des décennies et des siècles qu'on sait que ça existe.
Mais avant, on a retrouvé par exemple des traces dans l'Antiquité. On ne le nommait pas peut-être, mais ça existait. Hein? C'est-à-dire qu'on traitait les femmes de folles ou d'hystériques ou incontrôlables. Elles avaient toutes sortes de dénominations à ce moment-là. Et assez rocambolesque, je dois dire, ça vaut la peine de lire ça sur pas très flatteuse, de lire ça sur les références. On parle aussi plus tard d'hystérie, au 19e, donc de mélancolie, etc. Donc on voit que ça existe depuis toujours. C'est pas un phénomène qui débarque comme ça. C'est vraiment important de savoir ça, que aussi les personnes qui m'écoutent, par exemple, et qui le vivent en ce moment ou qui sont sur le point d'accoucher, ça n'arrive pas à tout le monde. Ça arrive à environ, selon des études canadiennes, de 1 femme sur 7. Mais cette femme sur 7, elle avait des risques aussi qu'on a cités tout à l'heure, donc abus sexuels, abus violence physique, etc. Et peut-être que ces gens avaient une combinaison aussi. Ce qui accentue ces risques, c'est le tabagisme, la consommation d'alcool, la consommation de médicaments qu'on peut trouver en vente libre, pas les prescriptions évidemment de votre médecin, et aussi continuer à être en présence de violences physiques et verbales et sexuelles, évidemment. Donc c'est sûr que là, ça augmente un petit peu vos chances. Possibilités, d'accord ? Il est intéressant ici de voir que maintenant on utilise le terme dépression postpartum. Est-ce que tu as déjà entendu d'autres termes pour ça ou non, c'est pas mal ça. Tu dis comment comme tu disais tantôt, le baby blues puis le postpartum, mais c'est à peu près ce que j'ai entendu. Ouais. C'est vraiment un terme qu'on entend partout dans la presse ou même à la télévision, etc. Et il y a une anthropologue qui a décidé, elle, qu'elle aimerait que cette période, qui est une période pour elle d'ajustement qui suit la naissance d'un enfant, et elle dit que c'est une période d'ajustement qui est aussi bien en effet physique, parce qu'on est fatigué, les hormones doivent se remettre, psychologique, parce qu'il y a un gros ajustement, la famille s'agrandit, etc. Oui, c'est ça, physique, émotionnel, l'entourage. Et l'entourage. Elle voudrait appeler ça la matrescence. Matrescence pour maternité et puis matrescence pour une période de croissance donc différente, un développement qui suivrait la maternité. Et elle dit là, ça montre bien aussi que cette période, et là on ne parle plus d'une maladie, donc on parle bien de cette période qui suit l'accouchement. D'un état. Voilà. C'est ça. Exige beaucoup d'ajustements pendant plus d'une grosse année pour être physiquement en forme, psychologiquement remise et ajustée, etc. Et ça, c'est en ne parlant pas des conditions économiques de couple. Oui. Donc, ça transforme une personne, ça transforme une femme, ça transforme le père aussi, les parents d'un enfant, mais c'est sûr que la mère vit des transformations incroyables. Là. Voilà, et je pense qu'en même temps, les accouchements et les périodes post-accouchement, il y a autant de différences qu'il y a de femmes au monde. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très personnel. Oui, on a des circonstances qui nous sont propres à chacune, avec peut-être un passé avec de l'abus ou pas, ou de la dépression, de l'anxiété, ou d'autres troubles, des TOC ou autre chose. Ce qui compte, c'est d'être vraiment conscient. Ça n'empêche pas un projet de maternité, mais surtout aller consulter vos professionnels. Et d'ailleurs, moi, je vous partage une vidéo très sympathique d'un témoignage de quelqu'un qui a fait une postpartum que vous pourrez aller voir en ligne. Et je donne aussi des outils pour comment s'équiper pour avoir une bonne santé mentale pendant la grossesse et après la grossesse. Oui, ça va dans les références. Donc, justement, comme tu dis, la vidéo, dans les références sur notre site, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie douce sur ta chronique sur la grossesse. Voilà, et une trousse aussi qui provient de l'hôpital Sainte-Justine pour bien vivre
sa grossesse, santé mentale et physique. Et il y a de plus en plus d'aide, il y a de plus en plus de suivi d'aide, que ce soit les CLSC. Je pense qu'on accorde quand même beaucoup de... Tu sais, c'est pas les services qui manquent. Quand une femme est prise en charge, là, quand une femme est enceinte et qu'elle est prise en charge, je pense qu'elle peut trouver tous les services. Là, elle peut trouver, à Montréal, ça s'appelle Grossesse Secours. À Québec, SOS Grossesse. Vous trouvez toutes les informations. Et même auprès de son médecin. Exactement. N'hésitez pas à demander à votre médecin ou une infirmière si vous n'avez pas la chance de voir un médecin. Merci beaucoup, Catherine, pour ça. Donc, sur la grossesse, merci de ta chronique. Et à une prochaine. Bye-bye. Au revoir. Vous écoutez Folie douce. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. Nous poursuivons avec le sujet que tu as débuté plus tôt, les bienfaits de rire ensemble. Oui, d'après un article que j'ai pris sur Internet qui s'intitule « Le rire, c'est la santé, les bienfaits de rire ensemble ». Et c'est sur le site askthe.scientist.com. Et on peut dire que c'est contagieux. Tu sais, quand tu parles d'ensemble, c'est souvent ça. Tu vois quelques personnes rire, puis des fois, ça nous pousse à rire parce que, je sais pas, la situation fait qu'on embarque. Là. Ah oui. Oui, le rire, c'est communicateur. Ouais. Alors, je poursuis simplement la lecture de l'article. On nous dit, lorsque vous êtes stressé ou mécontent, votre organisme peut libérer de l'adrénaline et de la noradrénaline, des hormones qui entraînent la constriction des vaisseaux sanguins. Le rire ou le bonheur peut limiter la libération de ces hormones et ainsi faire diminuer le stress subi par les vaisseaux sanguins avec pour résultat une amélioration de leur structure. Aussi drôle que cela puisse paraître, le rire peut libérer dans la circulation sanguine du gaz hilarant, imagine-toi, ou du monoxyde d'azote produit dans l'ensemble de l'organisme. C'est un vasodilatateur, ce qui signifie qu'il assouplit l'endothélium, contribuant ainsi à élargir les vaisseaux sanguins. Un bon rire gras déclenche la libération de bêta-endorphines dans la circulation sanguine. Puis, le sentiment agréable occasionné par les endorphines incite les cellules à libérer encore plus de monoxyde d'azote dans la circulation sanguine, ce qui abaisse la tension artérielle. Les bienfaits physiques du rire ne s'arrêtent pas là. En matière de tolérance à la douleur, le rire n'a rien d'une plaisanterie. En effet, lorsque vous riez, des endorphines peuvent être libérées dans votre circulation sanguine et vous apaiser. Pour rire, vous devez également respirer plus profondément, ce qui peut aider à relaxer vos muscles. Le rire joue également un rôle clé dans la mémoire. Ainsi, les enseignants qui ajoutent de l'humour dans leurs cours créent un environnement d'apprentissage moins stressant. Les étudiants sont plus susceptibles de retenir les points importants d'un cours lorsque l'enseignant glisse de l'humour dans les sujets pertinents. Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué à l'école. Ouais. Les professeurs qui ont le don d'être drôles un peu, ils nous détendent, puis on dirait que ça nous rentre plus dans la tête. La matière passe mieux après. Ouais. On a dit que certains résultats de recherche donnent à entendre que l'humour contextuel peut aider à retenir l'information. À mesure que vous vieillissez, si vous associez l'humour à l'information, vous augmentez vos chances que ces informations soient transférées de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Les aînés qui s'adonnent à des activités amusantes et joviales sont plus susceptibles de se rappeler ce qu'ils ont fait. Lorsque quelque chose vous amuse, votre organisme vous récompense en vous envoyant une vague d'hormones, du cortisol, de l'épinéphrine et de la dopamine. Tu vois, on n'a plus besoin d'aller chez le pharmacien. Mais non, c'est ça. C'est naturel. Le rire peut même entraîner la production naturelle d'endorphines, les hormones du bien-être, qui aident également à gérer la douleur. Les personnes qui rient au moins 15 fois par jour peuvent faire augmenter le nombre d'anticorps présents dans leur organisme. Une dose quotidienne de rigolade et de sourire peut contribuer à soutenir le système immunitaire tout en limitant les effets physiques du stress. Donc, quand on dit travailler en s'amusant, ouais. Ce serait peut-être une bonne chose de faire ça, même au travail, de rigoler un peu, puis les gens se sentiraient mieux. Sûrement. Tu vois, même nous autres, on rit quand on fait l'émission. Oui, on rit. À l'occasion. Puis c'est peut-être pour ça que les spectacles de comédie sont tellement courus.
Les gens ont besoin de rire. Là. Exactement. On nous dit dans le texte, même si la colère, le sentiment de culpabilité et le chagrin ne sont pas habituellement associés au rire, ce dernier peut être très efficace pour gérer des émotions intenses. Même un petit rire peut vous aider à remettre certaines situations en perspective et vous permettre de repenser votre perception des événements. Simplement parce que le rire vous distrait des émotions négatives. Ouais. Les psychologues croient que l'humour peut même être utile pour amenuiser les effets de situations dangereuses. Les bienfaits sociaux de l'humour sont sans fin et ne se limitent pas au rire intense. De simples gestes de gentillesse et de courtoisie, y compris un sourire sincère, peuvent avoir le même effet que le rire. Vous pouvez améliorer l'humeur générale des gens qui vous entourent simplement en riant et en souriant. Le rire est typiquement contagieux. Considérez ceci, quand vous apercevez au loin deux personnes qui rient ensemble, il y a de bonnes chances que vous vous mettiez également à sourire. Les êtres humains s'imitent les uns les autres. Dès l'enfance, les bébés imitent le comportement de leurs parents. Il est naturel qu'à mesure que vous tissez des liens sociaux avec d'autres, de puiser dans le passé des attitudes qui ont eu un effet positif, puis de les reproduire. Vous souriez naturellement en réaction à des expériences agréables. Il est donc normal que les autres, qui ne prennent même pas part à votre expérience agréable, imitent votre sourire. Selon certains scientifiques, le rire aurait précédé le langage. Cette théorie s'intègre à l'hypothèse du cerveau social. Selon cette notion populaire, le cerveau humain serait plus gros que celui des autres animaux parce que les premiers humains vivaient en groupes importants. En fait, le cerveau aurait pris du volume en raison du besoin de se souvenir des autres membres du groupe et des relations entre les différentes personnes. C'est ce qui a donné lieu à l'importance de socialiser. Comme les premiers humains ne pouvaient pas vocaliser leurs émotions, ils émettaient de courts éclats de rire pour communiquer leur plaisir aux autres membres du groupe. Il y a certains animaux qui rient aussi un peu. À mesure que ça c'est moi qui ai dit ça. À mesure que les humains ont développé la capacité physique de parler, le rire est demeuré un moyen de communiquer des sentiments d'appréciation aux autres membres du groupe. L'exercice peut aider à garder le corps en mouvement. Une alimentation saine peut donner à votre organisme les nutriments dont il a besoin. De la même manière, une bonne dose de rire constitue une excellente manière de garder le moral, d'améliorer l'humeur et de se sentir mieux tout naturellement. Il est donc important de garder une perspective saine et humoristique sur la vie. Par conséquent, la réponse à la question de départ, à savoir si le rire c'est la santé, c'est un concept ridicule, mais c'est un non catégorique. Bien, merci beaucoup pour cette chronique des deux espressos. C'est intéressant, les bienfaits de rire ensemble. Merci Pierre. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous de Folie douce. Alors, merci beaucoup, Pierre Laporte, pour ton travail en régie. Bien, bienvenue, mon cher. Merci aussi pour tes blocs espresso dans cette semaine dans Folie douce. C'était les bienfaits de rire ensemble. Oui. On a appris que c'était très bon rire. Alors, rions ensemble. Rions ensemble tous. Notre invité en début d'émission, Cirque Pathétique, le chanteur, nous a parlé du vidéoclip des Bébites dans ma tête. On a parlé ensemble de santé mentale, c'était fort intéressant. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi des nôtres. Son sujet, grossesse en vue. C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.